utiliser ChatGPT pour payer moins d'impôts pour ton entreprise. Alors on m'a demandé mon avis sur ChatGPT et notamment son utilisation en fiscalité et en fiscalité d'entreprise. Donc ce que je te propose, c'est qu'on découvre ensemble l'utilité et l'utilisation de ChatGPT dans ce domaine. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé les 6 questions qui reviennent le plus fréquemment, je les ai posées à ChatGPT et on va découvrir les réponses ensemble, je vais les découvrir en même temps que toi et je vais te donner mon avis sur chacune des réponses que va nous donner ChatGPT. Si tu arrives sur la chaîne et que tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Quentin, je t'aide à avoir plus de clients et à payer moins d'impôts. Si tu veux travailler avec moi, tu retrouveras tout dans la description, il y a également pas mal de contenu gratuit et puis surtout je t'invite à t'abonner à la newsletter. Tous les week-ends notamment, je partage du contenu exclusif que je ne partage pas sur les réseaux sociaux. Alors c'est parti, on va voir ensemble un petit peu ce que ChatGPT a dans le ventre et donc je t'ai dit, j'ai listé vraiment les 6 questions qui reviennent le plus souvent. La première question que j'ai posée à ChatGPT, c'est tout simplement comment payer moins d'impôts sur mon entreprise. Alors qu'est-ce que nous répond ChatGPT? Il va nous dire qu'il y a plusieurs façons de réduire le montant de ton imposition. La première chose qu'il nous dit, c'est profiter des crédits d'impôt et des déductions fiscales pour lesquelles votre entreprise est éligible. Donc oui, il y a certaines niches fiscales qu'on peut utiliser, mais il nous les détaille pas. En 2, il va nous dire planifier vos dépenses et vos investissements. En fait, c'est tout simplement ça, t'en as forcément déjà entendu parler. Ton commissaire aux comptes ou ton expert comptable te le dit, de faire des charges pour ton entreprise. En 3, il va nous dire utiliser des véhicules fiscaux tels que les régimes de retraite d'entreprise ou les comptes de dépenses flexibles pour réduire votre revenu imposable. Je pense qu'il sous-entend notamment des choses que tu as déjà entendu parler, par exemple, c'est tout ce qui est placement en Madelin. C'est des contrats prévoyance qui vont te permettre aussi d'avoir des avantages fiscaux. Donc ça, c'est ce qu'il nous propose ChatGPT. Et en 4, il nous dit faire appel à un professionnel pour vous aider à planifier la stratégie, etc. Donc là, en fait, tout simplement, il nous demande ou il nous dit de faire appel à un fiscaliste, un avocat, un expert comptable, en tout cas de quelqu'un qui est compétent sur la fiscalité. Donc ça, c'était pour la première question qu'on a posée à ChatGPT, vraiment simple. Comment payer moins d'impôts sur mon entreprise? La deuxième question que je lui ai posée, j'ai été un petit peu plus précis, je lui ai posé quelle solution pour payer moins d'impôts sur mon entreprise en France et on va voir ce qu'il nous dit. Alors il nous dit en France, il existe plusieurs moyens de réduire les impôts sur notre entreprise tels que profiter des crédits d'impôt et des déductions fiscales pour lesquelles votre entreprise est éligible tels que le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt compétitivité emploi CICE, le dispositif Madelin pour les travailleurs indépendants, etc. Donc tu vois déjà que si on lui donne un petit peu plus d'éléments, il va nous amener un petit peu plus de réflexion. Donc il nous propose le CICE, il nous propose le dispositif Madelin. Donc plus tu vas être précis avec ChatGPT, plus il va te donner de l'information et notamment en fiscalité. Là, je l'ai utilisé vraiment de manière basique. Il y a des façons d'utiliser ChatGPT de manière beaucoup plus spécifique et beaucoup plus performante. Là, tu vois, il nous donne le CICE et le Madelin. Ensuite, en 2, il nous dit utiliser des régimes fiscaux avantageux tels que le régime de la micro-entreprise ou le régime fiscal de l'auto-entrepreneur. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord avec lui. C'est pas parce que tu es en auto-entreprise, que tu es auto-entrepreneur que tu vas payer moins d'impôts. Il y a énormément de moyens de faire de l'optimisation fiscale, que ce soit avec les SAS, les SARL, que ce soit avec les entreprises individuelles et aussi avec le statut auto-entrepreneur. Et lui, en tout cas, il nous propose le statut auto-entrepreneur qui va être plus avantageux. En 3, il nous dit faire des investissements dans des entreprises innovantes. Donc là, ça me fait par exemple penser à l'IRPME. Mais l'IRPME, c'est plutôt un avantage fiscal plutôt personnel, c'est-à-dire que tu vas mettre de l'argent dans une entreprise et tu vas avoir un plafond de l'argent que tu vas pouvoir mettre, mais en contrepartie, tu vas avoir des déductions d'impôts, des crédits d'impôts. Donc là, c'est plutôt de la fiscalité perso, mais il nous propose quand même de faire des investissements dans des entreprises innovantes. Et en 4, il nous met mettre en place une optimisation fiscale en ayant une structure juridique adaptée pour bénéficier d'un taux d'imposition plus favorable. Alors là, il nous dit grosso modo, choisissez bien votre structure, en tout cas votre type de statut, votre type d'entreprise pour optimiser votre fiscalité. Alors sur la deuxième question, il reste assez généraliste, mais tu te rends compte que si on lui donne des informations un petit peu plus précises, il arrive quand même à nous donner des éléments, notamment le dispositif Madelin, le CICE, etc., etc. Alors en 3, je vais poser une question qu'on me pose quasiment tous les jours, c'est j'ai mis que choisir comme statut entre une SAS et une SARL pour créer mon entreprise en France, quelles sont les différences? Donc on va voir ce que ChatGPT va nous répondre à ça. Il nous met le choix entre la SAS et la SARL dépend de vos objectifs et vos besoins spécifiques en tant qu'entrepreneur. Voici quelques différences clés. Donc en A, il nous met le nom d'associé. La SAS peut être créée avec un seul actionnaire, tandis que la SARL doit avoir au moins 2 associés. Alors là, je comprends pas vraiment sa réponse. On peut très bien être en SASU tout seul, on peut très bien être en EURL tout seul, on peut être en SAS à plusieurs, en SARL à plusieurs. Donc là, on va dire petit bug de ChatGPT. Capital social, il nous met le capital social minimum pour la SAS est de 1 euro, alors que pour la SARL, il est de 1000 euros. Là, pareil, à mon avis, bug total de ChatGPT. Ensuite, il nous parle de la gestion. La SAS offre une plus grande souplesse dans la gestion de l'entreprise et permet de définir librement les règles de fonctionnement des statuts, alors que la SARL est régie par des règles plus strictes. Alors là, c'est vraiment au cas par cas, ça dépend de la structure et surtout ça dépend des statuts que vous allez mettre dans la structure, mais oui, parfois on a un petit peu plus de liberté peut-être en SAS, on va lui accorder un petit point, on va dire. Ensuite, responsabilité des associés. Dans une SAS, la responsabilité des associés est limitée à leur rapport en capital, tandis que dans une SARL, la responsabilité des associés peut être étendue à leurs biens personnels en cas de faillite. Alors là, c'est pas inhérent à la SARL, mais ça va être au statut, en tout cas qu'on va mettre dans l'entreprise. Donc là, pareil, je suis pas
tout à fait d'accord avec lui. Et ensuite, la fiscalité. La SAS peut opter sur l'impôt sur les sociétés ou pour l'impôt sur le revenu, tandis que la SARL est soumise à l'IS par défaut. Oui, elle est soumise à l'IS par défaut, mais on peut se placer à l'IR. Donc là, honnêtement, il faut dire ce qui est, ChatGPT pour moi se trompe totalement, c'est-à-dire qu'il nous donne des informations. J'aurais préféré que quand il sache pas l'information, il reste généraliste comme il l'a fait sur la première question. Là, il nous donne des informations qui en fait sont fausses. Il n'y a pas, par exemple, de capital social obligatoirement de 1 euro, obligatoirement de 1000 euros. On peut être à plusieurs en SARL, on peut être à plusieurs en SAS. Donc là, honnêtement, je suis pas tout à fait d'accord et il nous met une conclusion. Il nous met la SAS est plus flexible et adaptée pour les projets ambitieux avec un investissement important, alors que la SARL convient mieux pour les projets plus modestes avec un nombre d'associés limité. Alors pour moi, la SAS ou la SARL, ça n'a pas forcément de rapport avec l'ambition d'un projet. Donc là, sur ce point-là, vraiment, ChatGPT, on va dire à revoir. Et c'est peut-être aussi parce qu'on lui a posé une question un petit peu plus généraliste. Mais en tout cas, voilà, moi, à mon avis, quand on lui pose la question de la différence entre la SAS et la SARL. Ensuite, l'autre question que je lui ai posée, c'est une question pareil qui revient souvent. Tu le sais, je travaille beaucoup avec les structures à l'étranger, notamment énormément avec les structures mauriciennes. Et je lui ai posé la question, est-ce légal de créer le siège de mon entreprise à l'étranger en vivant en France? Alors, qu'est-ce qu'il nous répond? Il nous répond, il est tout à fait légal de créer le siège de votre entreprise à l'étranger si vous vivez en France. Ok. Cependant, il est important de prendre en compte certaines considérations juridiques et fiscales. Voyons ce qu'il nous dit. Si votre entreprise est créée à l'étranger, elle sera soumise aux lois et réglementations du pays dans lequel elle est enregistrée, oui, à condition qu'il y ait notamment un établissement stable et une substance économique. Vous devrez également tenir compte des réglementations fiscales de votre pays de résidence et du pays où l'entreprise est enregistrée, bien évidemment, notamment ce qui concerne la double imposition et les conventions fiscales entre les deux pays. Ça, c'est super intéressant. Il nous dit de regarder bien les conventions fiscales entre les deux pays, qui sont en fait des conventions de non-double imposition pour éviter la double imposition entre les deux pays. Donc de ce point-là, le fait que ChatGPT prévienne ou en tout cas dise de regarder les conventions fiscales, je trouve ça super intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit il est également important de noter que la création d'une entreprise à l'étranger peut impliquer des coûts et des formalités administratives supplémentaires. D'accord. Vous devrez peut-être faire appel à des professionnels pour vous aider, etc. En résumé, il est tout à fait possible de créer le siège de votre entreprise à l'étranger tout en vivant en France, mais cela nécessite une planification minutieuse et l'assistance de professionnels pour éviter les problèmes juridiques et fiscaux. Alors là, ChatGPT se mouille pas, c'est-à-dire qu'il nous dit oui, c'est possible de créer sa société à l'étranger, mais faites-vous entourer. Pour répondre assez rapidement, oui, c'est possible de créer sa société à l'étranger. Par contre, on ne crée pas une société juste pour des impôts. Il faut qu'il y ait un établissement stable, une substance économique. Il faut faire attention au règles CFC, notamment aux conventions fiscales internationales. Donc là, il se trompe pas, mais il reste assez généraliste. Après, c'est aussi peut-être de ma faute, c'est moi qui lui ai posé une question généraliste. Cinquième question que je lui ai posée, comment sont imposés mes dividendes de sources étrangères quand je suis résident fiscal français? En fait, c'est tout simple, c'est une question qui revient assez souvent. Je vais demander comment vont être imposés mes dividendes en étant résident fiscal français s'ils arrivent d'une société étrangère. Voyons ce que ChatGPT nous répond. En tant que résident fiscal français, vous devez être soumis à l'impôt sur le revenu en France sur l'ensemble de vos revenus mondiaux, y compris les dividendes de sources étrangères. Ce qui est vrai, quand tu es résident fiscal français, tu vas payer tes dividendes en France. Alors il peut y avoir des abattements, notamment avec Maurice, on a un abattement de 25%. Le traitement fiscal des dividendes de sources étrangères dépendra du pays où les dividendes ont été versés et s'il existe ou non une convention fiscale entre la France et ce pays. Tout à fait vrai, il faudra regarder les conventions fiscales entre le pays d'où vont venir les dividendes et le pays où vous êtes résident fiscaux, dans notre exemple, la France. Si une convention fiscale existe, elle peut contenir des dispositions spécifiques, exactement. Les conventions fiscales ont généralement pour but d'éviter la double imposition, tout à fait vrai, et de prévoir un crédit d'impôt pour les dividendes de sources étrangères, tout à fait vrai. C'est-à-dire que vous pourrez déduire l'impôt étranger payé sur vos dividendes de votre impôt sur le revenu français. Tout à fait vrai. Là, de ce côté-là, c'est pointu, c'est clair, on est bon. Si aucune convention fiscale n'existe, vous serez généralement soumis à l'impôt en France sur vos dividendes de sources étrangères. Dans ce cas, vous devrez déclarer ces dividendes dans votre déclaration d'impôt sur le revenu annuel en France. Alors là, honnêtement, après, il nous met qu'il est recommandé de consulter un professionnel de la fiscalité. Honnêtement, là, sur cette réponse-là, ChatGPT, je le trouve assez performant, assez pointu. Il nous explique le but des conventions fiscales internationales, qui sont bel évidemment des conventions de non-double imposition. Le but étant de ne pas être imposé deux fois. Et il nous explique que quand on va recevoir nos dividendes de sources étrangères, parfois sur les conventions fiscales, il va y avoir des crédits d'impôt, des abattements. Par exemple, entre Maurice et la France, on a un abattement de 25%. Et ensuite, la dernière question que je lui ai posée, parce que tu le sais, j'utilise beaucoup les structures mauriciennes, et c'est une question qu'on me pose quasiment tous les jours, c'est comment sont imposées les entreprises à l'île Maurice. Alors là, je lui ai posé une question généraliste, on va voir ce qu'il nous répond. Il me répond, à l'île Maurice, les entreprises sont soumises à l'impôt sur les sociétés sur leurs revenus mondiaux. Le taux d'impôt sur les sociétés est de 15% avec des taux réduits de 3% pour les entreprises opérant dans le secteur des services financiers, de 0% pour les entreprises opérant dans le secteur des exportations. Alors c'est pas tout à fait vrai sur les définitions des entreprises, par contre sur les pourcentages on est bon. À Maurice, il y a 3 types d'entreprises, une taxée à 15% sur les bénéfices, une autre taxée à 3% sur les bénéfices et une autre taxée à 0%. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? En outre, l'île Maurice a signé plusieurs traités fiscaux pour éviter la double imposition. Oui, il y en a à peu près plus de 60 de mémoire, avec de nombreux pays, ce qui peut permettre aux entreprises établies à l'île Maurice de bénéficier d'avantages fiscaux supplémentaires. Exactement. Ces traités fiscaux peuvent prévoir des taux d'imposition réduits ou des crédits d'impôt pour éviter la double imposition. On est bon. L'île Maurice offre également d'autres avantages fiscaux pour les entreprises, notamment l'absence d'impôt sur la fortune, oui, l'absence de droits de douane sur les importations et les exportations, et des taux d'imposition compétitifs pour les personnes physiques. Et je rajouterai aussi, il n'y a pas d'imposition sur la plus-value, etc. Mais on va pas lui en vouloir. Je lui ai posé une question assez généraliste et honnêtement, il s'en est très bien sorti. Ensuite,
Ensuite, comme d'habitude, il va nous dire il est important de noter que les règles fiscales à l'île Maurice peuvent varier en fonction de la structure juridique de l'entreprise, de son activité, de son statut juridique, etc., etc. Alors là, je suis resté assez généraliste et pour le coup, la réponse a été assez précise. Alors maintenant qu'on a vu vraiment les 6 questions généralistes qui reviennent le plus souvent, je vais vraiment te donner mon avis sur ChatGPT de manière transparente. Ce qu'il faut, là, j'ai utilisé vraiment ChatGPT, c'est de l'intelligence artificielle de manière très basique, mais ce qu'il aurait fallu faire, c'est un petit peu chauffer ChatGPT, c'est-à-dire lui parler pas mal de fiscalité, lui parler beaucoup de fiscalité internationale, lui donner du contenu sur l'optimisation fiscale en France, donner du contenu sur l'optimisation fiscale mauricienne. On aurait aussi pu lui demander de nous répondre comme s'il était avocat fiscaliste, de nous répondre comme si c'était un commissaire aux comptes, comme si c'était un expert comptable, bref, de nous répondre exactement comme l'aurait fait un professionnel. Et je vais vraiment te donner le fond de ma pensée. Personnellement, j'utilise pas du tout ChatGPT, que ce soit dans mes recherches ou pour mon travail. Et honnêtement, je pense que si vraiment tu es pointu dans tes questions, si vraiment tu as déjà des connaissances, ça va pouvoir être vraiment une formidable source d'information. Donc vraiment pour l'information en fiscalité, ça peut être très intéressant pour avoir des détails pointilleux si tu arrives toi à creuser un petit peu les sujets. Par contre vraiment, et là ça reste vraiment mon avis, en termes de stratégie, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre en compte énormément d'aspects, il va falloir prendre en compte par exemple oui ton entreprise, mais il va falloir prendre en compte le futur, qu'est-ce que tu comptes faire avec ton entreprise, est-ce que tu vas faire de l'immobilier, quelle est ta situation patrimoniale, est-ce que tu as des enfants, est-ce que tu es marié, quelle est ta situation fiscale, est-ce que tu as d'autres revenus immobiliers, est-ce que tu fais par exemple du trading, tu as d'autres revenus immobiliers, etc. Il va vraiment falloir prendre en compte tout cet aspect-là pour vraiment te créer une stratégie fiscale. Est-ce que tu comptes expatrier, est-ce que tu comptes voyager, quelle est ton activité, est-ce que tu as des bureaux, est-ce que tu as un établissement stable, est-ce que tu as une activité centralisée, décentralisée. Et honnêtement pour moi en tout cas aujourd'hui ça fait trop d'informations et pas, en tout cas pas trop d'informations, mais ça fait trop d'informations à avoir en tête pour réellement fixer une vraie stratégie pour ton optimisation fiscale. Alors pour répondre et être vraiment très concis, oui, ChatGPT pour avoir de l'information assez précise, par contre non pour faire de l'optimisation fiscale et de la stratégie à l'heure d'aujourd'hui. Et par contre peut-être, et à mon avis ça va arriver très vite, que ChatGPT sera sûrement bien plus performant que nous, ou en tout cas l'intelligence artificielle sera sûrement bien plus performante que nous pour faire de l'optimisation fiscale et bien traiter la fiscalité. Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, des commentaires si tu as d'autres sujets de vidéos que tu veux qu'on traite. Ça c'est une vidéo que vous m'avez demandé pas mal sur YouTube et aussi sur LinkedIn de traiter de ChatGPT et de la fiscalité, donc ça a été un plaisir de vous faire cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez des questions et puis comme d'habitude si vous voulez travailler avec moi, tout sera dans la description.